Bon, chers amis, tout d'abord, merci d'être venus, comme toujours, très nombreux pour ce petit déjeuner. Permettez-moi de remercier tout d'abord nos trois invités, Madame la ministre Anne-Marie Idrac, le député Damien Pichereau et Roland Ris, ancien sénateur et toujours maire d'une des métropoles françaises. Je voudrais atténuer ainsi un peu les propos de mon ami Louis Nègre, qui était un peu irrité que nous n'ayons pas de président de conseil départemental, mais comment dirais-je, Durovray, que j'avais consulté et ne pouvait pas être là ce matin. Dominique Bussereau, que j'ai appelé, m'a dit je serai là avec plaisir, mais j'ai un engagement. Et il m'a dit mais t'inquiète pas, les services de l'ADF vont nous trouver quelqu'un. Eh bien, ils n'ont pas trouvé. Ça peut arriver. Le mercredi doit être un jour de congé des présidents de conseils départementaux. Alors, chers amis, et puis je voudrais aussi remercier bien sûr David Sambon et Jean-Baptiste de Prémar qui ont présenté de façon très claire l'étude MIR. Et puis saluer les uns et les autres, les présidents qui sont ici. Alors, si on avait dû trouver un autre sous-titre à ce petit déjeuner, on aurait pu dire « La route, encore et toujours ». Ce qui n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Ça a été rappelé. Et puis, on aurait pu aussi trouver un autre sous-titre, le véhicule autonome, mythe et réalité. Parce que, bien évidemment, ici, on est dans un processus d'évolution et des véhicules autonomes, dont on verra bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'ils seront réellement. Et puis, l'évolution de la route. Alors, moi, j'ai retenu quelques pistes sur ce qui a été dit ce matin. Tout d'abord, le véhicule autonome, ça n'est pas encore un véhicule universel, si la route l'est encore. Parce que Anne-Marie Idrac nous a dit qu'on allait de cas d'usage en cas d'usage et qu'on explorait les choses d'abord les plus faciles, les plus prévisibles, mais elle a évoqué les limites du sujet que sont les intempéries ou les travaux. Et dans les intempéries, on n'est pas encore à l'essai du véhicule autonome sur le verglas ou sur la neige. Ça sera probablement intéressant à observer. La deuxième chose qui est importante, je crois, dans ce qui a été dit ce matin, je m'y retrouve dans mes fiches, c'est que la route est universelle et doit rester universelle. Mais que pour cela, eh bien, il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte. Tout d'abord, la qualité, l'état de la route. Anne-Marie Idrac l'a rappelé encore en conclusion il y a un instant. Pour qu'on développe des nouveaux usages de la route, eh bien, il est nécessaire qu'elle soit mieux entretenue et qu'elle s'adapte aussi aux impératifs techniques des nouvelles mobilités. Et puis, la deuxième condition, c'est que la cartographie soit disponible, qu'elle progresse. Mais on voit bien déjà qu'on n'achète plus de cartes Michelin, on n'achète plus de cartes IGN, même si c'est une source d'information formidable quand on se déplace ou quand on fait du tourisme. On compte sur son GPS maintenant et on peut penser que dans quelques années, eh bien, si la 5G entre en vigueur, on ira beaucoup plus loin dans les superpositions de couches cartographiques. Et puis enfin, il y a cette connectivité et cette affaire de la 5G. On a bien compris que ce n'était pas seulement une affaire technique, mais une affaire géopolitique. Aujourd'hui, on n'a pas abordé cette question ce matin, mais elle est dans tous les esprits. Alors, troisième remarque, la route est un maillon dans la chaîne des mobilités. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau ces dernières années. Avant, on était dans, j'allais dire, la route et la voiture comme un élément de liberté. On a évoqué la route nationale 7, on aurait pu évoquer Charles Trenet, mais Charles Trenet est aussi un ami de la nature, il aurait probablement pu faire aussi une chanson sur les nouvelles mobilités. Mais aujourd'hui, on essaye de faire en sorte d'utiliser, d'allier, de coordonner différents types de mobilité. Ça a été évoqué ce matin quant aux usages ou quant aux infrastructures complémentaires de la route. On a parlé de voies dédiées, on a parlé de parking pour les autos
pour l'autopartage, oui, covoiturage, pardon, et bien d'autres choses qui peuvent également être imaginées. Mais cette chaîne de mobilité, ce maillon dans la chaîne de mobilité, hein, eh bien, appelle à une certaine plasticité de la route. La formule est, ce matin, ça a été l'homme des adjectifs, Roland Ris. Il a bien aimé, il a trouvé de bons adjectifs pour qualifier l'évolution de la route, la malléabilité, la plasticité de l'infrastructure qui doit pouvoir s'adapter à tous les usages, qui doit pouvoir se partager entre tous les usages. Et puis, il me reste une ou deux idées que j'ai encore relevées. Hein. C'est que la route doit être un outil au service de la sécurité, mais on a bien vu que le véhicule autonome, si on écoute les assureurs, si on lit ce qu'ils disent, semble être un des éléments qui va permettre d'améliorer la sécurité, qui va peut-être faire baisser la mortalité aussi vite ou plus vite que la limitation de vitesse, puisque plus de 90% des accidents sont liés à des défaillances humaines. Et puis enfin, le dernier point, eh bien, c'est que la route aujourd'hui, c'est pas seulement une infrastructure et que la chaîne de valeur s'est déplacée sur d'autres éléments que l'infrastructure. C'est un peu embêtant pour... il est parti, le président de l'ASFA. J'allais dire, c'est un peu embêtant pour les sociétés d'autoroute, si c'est plus le péage qui va aujourd'hui être le principal outil de ressources de certaines grandes sociétés. Non, apparemment, ce sont les services qui vont être offerts sur la route. Apparemment, ça va être les données qui vont être collectées sur la route et qui pourront être réutilisées, qui pourront faire l'objet également d'un commerce. Hein, Alors, pour conclure, eh bien, excusez-moi, la conclusion, elle est là. Hein. La question qui va se poser, deux conclusions. La première, c'est quel est le niveau de liberté qu'il faut laisser aux nouvelles mobilités et quel niveau d'encadrement il faut faire. On comprend bien l'encadrement quand il s'agit, hein, bien évidemment, de la sécurité des usagers sur le partage de l'infrastructure. Hein, mais aussi, et Roland Ris l'a dit, on a une responsabilité face aux générations futures. Et bien évidemment, la mobilité, c'est aussi une source d'émissions, même si on va les réduire, une source de consommation d'énergie, et qu'il conviendrait de limiter. Et lui, il dit, eh bien, la réglementation, et peut-être même la coercition, ne doivent pas être exclus. Et on entendait des jeunes lycéennes et des lycéens il y a quelque temps qui s'exprimaient dans ce sens. Et puis la deuxième chose, c'est que nous devons peut-être être plus raisonnables. On marche à pied de plus en plus, on fait de la bicyclette de mieux en mieux, mais on peut aussi peut-être circuler un peu moins, optimiser nos mobilités, faire en sorte que on puisse, j'allais dire, mieux organiser les déplacements, mais pas seulement nos déplacements, ceux des entreprises. Et avec Olivier Paul Duboitaine, on soutient un projet qui va dans ce sens et qui n'est pas encore complètement reconnu par l'État, qui consiste à dire, eh bien, aidons, par un soutien à l'ingénierie, à réduire les mobilités ou en tout cas à mieux les valoriser de façon à en économiser une partie qui peuvent être des mobilités inutiles. Voilà ce que je voulais dire en terminant. Et puis vous faire une suggestion. Il y a actuellement aux Archives de France une très belle exposition, très intéressante, qui s'appelle Mobile Immobile. Elle a été organisée par le Forum Vie Mobile, qui est un atelier financé par la SNCF. Et c'est l'expression de toutes les mobilités sur la planète entière, le commentaire à la fois de sociologues, d'économistes, mais aussi des artistes, des plus grands artistes comme des artistes innovants. Et c'est à la fois une exposition passionnante sur l'avenir des mobilités ou aussi des sociétés qui sont plus ou moins mobiles. Je n'oublie pas que j'ai fait des études d'histoire et qu'on vient de sociétés immobiles. C'était le titre de la thèse, le sous-titre de la thèse de Pierre Goubert, qui était un grand historien du XVIIe siècle. Eh bien, ici, quel sera notre destin demain? Est-ce que nous serons plus mobiles ou est-ce que nous serons aussi capables d'articuler deux types de comportements?
Un comportement plus sédentaire, plus recentré sur nos territoires, et un autre comportement qui nous amènerait à nous développer lorsque c'est nécessaire ou lorsque c'est absolument indispensable. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un printemps merveilleux et des mobilités décarbonées.